Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En Inde, ces derniers jours, le thermomètre a dépassé plusieurs fois les 49 degrés. C'est l'un des pays au monde les plus touchés par la crise climatique et écologique. Les vagues de chaleur se multiplient, l'eau manque, la pollution tue plus d'1 million de personnes par an. Le pays continent, avec ses 1,4 milliard d'habitants, est d'ailleurs le 3e émetteur mondial de CO2. Ce n'est donc pas une exagération, l'avenir de la planète se joue aussi en Inde. Et pourtant, ce sujet était quasiment absent de la campagne électorale qui vient de s'achever. Ni le Premier ministre Narendra Modi, ni son parti hindouiste, ni ses opposants, ni les électeurs ne semblent en avoir fait une priorité. Comment expliquer ce paradoxe indien ? Quel avenir aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences en Inde ? J'ai posé la question à un de mes collègues à New Delhi, Bhuvan Baga, et à deux spécialistes, Christophe Jaffrolot, professeur à Sciences Po, et Arjit Singh, militant pour le climat. Sur le fil. L'Inde a achevé samedi un long processus de 6 semaines d'élections générales, étouffé de chaleur par endroits. Mais à New Delhi, impossible d'échapper à cette chaleur quand on est ouvrier du bâtiment comme Rajesh Sani. Nous sommes confrontés à la chaleur de l'été. Nous sommes pauvres. Si nous ne gagnons pas d'argent, comment mangerons-nous ? Nous sommes des pauvres. Nous devons endurer la chaleur. Nous devons la supporter. Mon collègue Bhuvan Baga, qui a grandi dans la ville, m'a raconté que sa qualité de vie s'était beaucoup dégradée. What's happened in the last, I would say, decade is that because of the urbanization, a lot of urbanization that's happened. Ces 10 dernières années, à cause de l'urbanisation, beaucoup de zones vertes ont disparu et ont été recouvertes par du ciment. Pour les gens qui vivent dans des grandes villes, il fait beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus intense. It feels much more intense. Les chiffres en témoignent, les records de température liés au réchauffement planétaire se succèdent. Et les morts liés à la chaleur sont en augmentation depuis le début des années 2000. À New Delhi, l'hôpital Ram Manohar Lohia a mis en place une unité pour traiter les cas d'hyperthermie, mais c'est souvent trop tard, selon son directeur Ajay Sukla. Si nous pouvions détecter les symptômes plus tôt, ce serait certainement beaucoup mieux, car leur traitement dépend d'une intervention très rapide et d'un refroidissement très rapide. C'est très important, parce que sinon le taux de mortalité est très élevé, il est proche de 60 à 80%, c'est très élevé. L'Inde vit en fait une crise écologique multidimensionnelle, selon Christophe Jaffrolot, qui a récemment rédigé avec Emal Thaker une note sur l'avenir environnemental du pays. On est en fait au tout début d'une crise d'une ampleur absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité, ne serait-ce que par le nombre de personnes concernées. Si l'on compte les habitants de l'Inde et des autres pays d'Asie du Sud, comme le Pakistan, le Bangladesh par exemple, c'est 2 milliards de personnes qui sont concernées. Alors la crise écologique que l'Inde affronte a au moins 3 dimensions. À coup sûr, la question de l'eau est appelée à devenir absolument centrale. À cela s'ajoute la question de la pollution atmosphérique dans des grandes villes comme Delhi et Bombay notamment. Et puis, et c'est lié aux 2 précédents sujets, la déforestation. Donc ça, c'est effectivement 3 points d'entrée qu'il faut évidemment regarder dans le contexte du changement climatique, parce que le changement climatique a un effet d'accélération sur ces 3 crises. La crise numéro 1, justement, c'est l'eau. Les moussons, lorsque j'allais en Inde dans les années 80, ça durait 8 semaines, ça permettait de justement remplir les rivières, recharger les nappes phréatiques. La mousson, à la suite du changement climatique qui s'accélère, est devenue beaucoup plus concentrée,
beaucoup plus violente. Les eaux sont évacuées rapidement vers la mer et les rivières ne remplissent plus leur usage, les lacs ne remplissent plus leur usage, qui permettait de recharger les nappes et de reconstituer les sources d'eau de surface. Le problème des eaux de surface est rendu plus grave encore par effectivement l'évaporation à laquelle on est confronté quand il fait 50 degrés. Donc on est dans une situation qui va encore s'aggraver, hélas, suite à un troisième problème qui est la fonte des glaciers himalayens, parce que ça, c'est le réservoir, c'est le château d'eau de l'Asie. L'agriculture intensive a aussi joué un rôle important en privilégiant des cultures trop gourmandes en eau, comme le riz, le blé, le coton. À l'horizon 2030, en tout cas, le Water Resources Group estime que 40% de la population se verra privée d'accès à l'eau potable. Deuxième problème majeur, la pollution. Elle découle directement des particules fines émises par la combustion du charbon, encore la première source d'énergie en Inde. L'Inde dépend beaucoup du charbon. C'est la première source d'énergie. Le charbon couvre 55% des besoins en énergie et cette énergie est aussi nécessaire parce que la population augmente. Il y a des investissements dans l'industrie et l'économie est en croissance. Le militant indien Arjit Singh est mobilisé depuis plusieurs années pour l'adoption à l'échelle mondiale d'un traité imposant la sortie des énergies fossiles, dont le charbon. L'extraction, la combustion du charbon entraîne la pollution de l'air. Ça détruit localement les écosystèmes, ça pollue l'eau et ça cause des déplacements de population. Il y a beaucoup de problèmes en lien avec le charbon. D'ailleurs, c'est à cause du charbon que l'Inde est le 3e pays émetteur de CO2 à l'échelle mondiale. Même si rapportées au nombre d'habitants, ces émissions de CO2 sont bien en dessous des chiffres de l'Europe ou des États-Unis. Moins de 2 tonnes par habitant et par an en Inde, contre 9 en France. L'Inde n'en fait pas moins l'objet de pressions internationales pour faire plus, car pour l'instant, elle ne s'est engagée à atteindre la neutralité carbone qu'en 2070 et ses émissions augmentent chaque année. Le pays investit quand même massivement dans les énergies renouvelables. Il prévoit même de multiplier par 4 ses capacités en énergie solaire d'ici à 2030. Le sujet, en fait, est complexe, selon Bhuvan Baga, mon collègue à Delhi, car le charbon fournit une électricité à bas prix. Compte tenu des besoins énergétiques, si l'Inde ne faisait qu'investir dans les énergies renouvelables, elle ne pourrait pas satisfaire la demande. Et en plus, la population est très sensible au prix. On a encore beaucoup de gens qui ne gagnent que quelques dollars par jour. Et puis il y a aussi, d'après Christophe Jaffrelot, l'influence de grandes entreprises très proches du pouvoir. Là, on paye le prix du capitalisme de connivence, car les grands producteurs de charbon sont des amis du pouvoir, à commencer par Gautam Adani, qui est l'oligarque en chef du régime actuel. Gautam Adani finance effectivement à la fois le charbon et les renouvelables. Dans tous les cas, comme je vous le disais en introduction, ni les politiques ni la société civile ne semblent mettre la transition en tête de leurs priorités. Ce sujet n'a pas été en haut des priorités pour le gouvernement, car franchement, pour un vendeur de rue, pour un paysan, même s'il subit des impacts en termes de santé directement, ce qui compte, c'est d'avoir de l'électricité peu chère pour gagner sa vie, de rentrer à la maison et de pouvoir charger son téléphone, regarder la télé ou même économiser un peu pour acheter une unité d'air conditionné et faire face à la chaleur. Eh bien, c'est ça qui est important et c'est ça qui déterminera si un gouvernement reste aux commandes ou pas. Arjit Singh regrette tout de même que les politiques ne se soient pas saisis de ce sujet. Les pénuries en eau, par exemple, pourraient coûter à l'Inde 6% de son PIB à l'horizon 2030. Et pourtant, des chemins existent qui passent par la transformation de l'agriculture, la végétalisation des villes et bien sûr une accélération sur les énergies renouvelables. Mais il manque des financements, y compris
internationaux, selon Harjit Singh. The current challenges of climate change that people are facing are not something that they have caused. Les gens font face à des défis climatiques qu'ils n'ont pas causés et c'est leur droit d'avoir accès à des financements pour faire face à l'impact du climat tout en choisissant une voie plus verte, plus durable. Cela veut dire de l'argent mais sous forme de subventions, pas de prêts. Cela sera l'un des grands sujets de la prochaine COP29, la grande conférence internationale sur le climat qui se tiendra à Bakou à la fin de l'année. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kinsella-Kiffer. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très vite.